Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Didier Gauzoin, chef de groupe des FDF au Parlement régional et bourgmestre d'Oderghem. Bonjour. Bonjour. On ne va pas parler d'Oderghem aujourd'hui, on va parler d'un fascicule que vous publiez avec Bernard Clairfayt. C'est un petit livre ou un gros fascicule? Comme vous voulez. Et c'est déjà un petit peu... C'est un carnet de route. C'est un petit peu un outil de campagne, ça veut dire que c'est la campagne qui démarre? La campagne doit toujours commencer, mais c'est le moment pour les politiques, en dehors des programmes électoraux qui sont un peu des catalogues de la redoute, où tout va bien, où on va raser gratis demain, c'est véritablement un effort politique et intellectuel de projection dans l'avenir. Comment, moi, je vois Bruxelles, quels sont les défis, quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Donc, je prends des risques et je ne fais pas de la démago et je n'essaye pas de flatter ou d'endormir tout le monde. Je pose vraiment un certain nombre d'enjeux et de difficultés et de solutions. Alors ça... pèse une 60aine de pages, 70 pages à peu près. Ça s'appelle « Oui, Bruxelles et les Bruxellois ont un avenir ». Il y a une version papier, mais il y a aussi une version Internet. C'est quoi l'idée? On n'est pas déjà dans le programme de campagne, mais on pose des constats et on essaye de trouver des solutions. C'est pas toujours ce qu'on a lu dans les programmes du FDF. C'est du 100% Gauzoin Clairfayt ou c'est quelque chose qui va être avalisé par le parti? C'est du 100% Gauzoin et Clairfayt et c'est avalisé par le parti. Alors, la démarche, effectivement, n'est pas habituelle. Généralement, les partis politiques lancent des slogans, essayent d'attirer des électeurs. Moi, je ne veux pas. Je veux créer le débat, le dialogue. Ouais. Et quand vous dites « oui, les Bruxellois ont un avenir », ça veut dire que si on ne bouge pas, il n'y en aura pas? Je pense qu'aujourd'hui, les indicateurs sont au rouge. Les chiffres de chômage, la pauvreté qui croît, la menace sur Bruxelles, la cogestion annoncée, la 7e réforme, l'impact de la 6e réforme. La dernière étude de l'université de l'ULB montre que la 6e réforme va coûter à la région bruxelloise, à la COCOM. Et donc, alors qu'on est maintenant en équilibre suite à un juste financement, on va retomber dans le rouge. Il y a 540 millions qui vont arriver pour Bruxelles, ça ne va pas suffire. Les 540 millions sont déjà mangés. Ouais. Ils ont servi à équilibrer. On a mis les comptes à zéro. Et maintenant, avec la 6e réforme, on va retomber dans le rouge. Alors, je ne veux pas m'inscrire dans la polémique. Je ne veux pas dire et désigner du doigt des responsables. Je veux dire, oui, on a la possibilité de développer Bruxelles. Mais pour cela, il faut bien identifier les enjeux et il faut oser des solutions qui sont radicales. Donc je prends des risques. Alors je vous propose de passer quelques-unes des solutions qui sont proposées dans ce livre en revue. On parlait de financement, je vous propose de parler de fiscalité. Donc vous dites moins de fiscalité sur le travail, plus de fiscalité sur l'immobilier. Comment il faut faire? C'est-à-dire qu'on va augmenter... les revenus cadastraux, qu'on va aller vérifier qui est en norme au niveau du nombre de logements dans l'habitation. Comment on va faire? On va retenir ça. C'est-à-dire aujourd'hui, le revenu cadastral global n'est pas le reflet de la réalité. Il y a des propriétaires qui payent un juste impôt, et pas question d'augmenter l'impôt immobilier, parce qu'il est parfois suffisamment élevé, voire trop élevé. Par contre, il faut le dire, il y a des propriétaires, beaucoup de propriétaires, donc qui ont subdivisé... Donc on ne touche pas en centime additionnel ni rien alors? Non, pas du tout. On touche à l'assiette fiscale. On l'optimalise. Comment? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vous dis, il y a des propriétaires nombreux qui ont subdivisé illégalement et qui ont donc un revenu cadastral, par exemple, de maison unifamiliale, alors qu'ils ont divisé leurs biens en 5 ou 6 logements. Et il n'y a pas de taxation là-dessus. Ce n'est pas normal. Comment on va faire pour s'en apercevoir? Eh bien, je propose très simplement qu'il y ait une banque de données, un logiciel, qui croise les données du registre cadastral et du registre national. Et donc, là où un bien est repris au cadastre comme bien unifamilial, mais là où on voit au registre national qu'il y a 3 ou 4 familles, c'est qu'il y a un problème. Et automatiquement, ce sont des biens qui doivent faire l'objet d'une pression, d'une réévaluation du revenu cadastral. Là, c'est de la fraude. Mais bien sûr, c'est de la fraude. Ouais. Mais la fraude, elle est organisée. Elle est organisée aujourd'hui. Ça veut dire que les autorités ont fermé les yeux et laissé faire? Mais parce que les autorités n'ont pas appréhendé ce problème. Et que ce problème, il est à l'occasion traité, mais il n'est pas systématiquement traité. C'est comme les inoccupés. J'ai été un des premiers à lancer je dirais, une traque aux logements inoccupés. Maintenant, il y a une taxe de la région pour les logements inoccupés. Attendez, il y a 10 ans... Donc ça, c'est un bon point de la majorité actuelle? Mais bien entendu. C'est pas acceptable que des biens soient inoccupés. C'est pas acceptable que des biens soient dans un état d'insalubrité. Et donc, on constate aujourd'hui qu'il y a effectivement un potentiel. Et encore aujourd'hui, il n'est toujours pas exploité. Donc, il y a des ressources à prendre. Ce n'est quand même pas grave de demander aux propriétaires qui ne sont pas en ordre de se mettre en ordre. Si on ne le fait pas ça, on est obligé, au contraire, d'augmenter la fiscalité à l'égard de propriétaires
consciencieux et qui ont fait leur travail et qui ont respecté la législation. Alors il y a une autre piste de ressources, par exemple, que vous mentionnez dans le livre, c'est un péage urbain. Et vous dites c'est avec ça qu'on va pouvoir financer notre politique de transport en commun. Ça peut marcher comme ça? Écoutez, croire ou faire croire qu'on va pouvoir développer le métro, et il faut faire beaucoup plus encore que notre ambition, c'est toute la ligne nord-sud, croire qu'on va le faire avec les moyens de la région bruxelloise, c'est une illusion. C'est une illusion, et donc il faut avoir le courage aujourd'hui de dire qu'il faut, comme dans toutes les autres villes, contraindre les nafteurs à utiliser les transports en commun. Donc c'est un péage aux portes de Bruxelles. On ne peut plus accepter que des dizaines et des dizaines de milliers de véhicules entrent impunément. La congestion de Bruxelles, ça suffit, ça détruit la qualité de vie. C'est un des facteurs à cause duquel un certain nombre de Bruxellois quittent Bruxelles, et notamment les classes moyennes. Et donc il faut redonner de la qualité de vie. Donc on installe des péages aux portes de Bruxelles, et la région décide toute seule, même si les autres régions ne sont pas d'accord. Il faut faire contribuer les usagers de la ville. Aujourd'hui, qui paye pour tous les services qu'offre Bruxelles, que ce soit en matière hospitalière, culturelle, crèche, école, mais aussi infrastructures de transport en commun, infrastructures routières, ce sont uniquement les Bruxellois à partir de l'impôt. Or, il y a davantage que cela. Il y a des gens qui viennent travailler, mais qui ne participent pas à l'effort, tout simplement parce qu'ils payent leurs impôts en Flandre ou en Wallonie. Et on pourra forcer la décision, même si la Flandre et la Wallonie ne sont pas d'accord? Bien sûr. D'accord. Une dernière suggestion sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête, c'est sur le chômage. Donc on sait que c'est un problème endémique à Bruxelles, notamment le chômage des jeunes. Et vous dites là, il faut une obligation scolaire jusqu'à 14 ans. Ça veut dire... Non, une obligation scolaire. Obligation scolaire depuis 3 ans et tronc commun jusqu'à 14 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on oriente trop tôt et ça veut dire que vous ne faites pas confiance aux techniques et aux professionnels pour appréhender les métiers de demain? Justement, c'est parce que je fais confiance aux professionnels que je dis qu'il faut investir dans l'enseignement. Aujourd'hui, trop d'enfants ne vont pas en maternelle. Et puis ils arrivent en première primaire et on constate qu'ils ont un problème de langue, parce qu'à la maison, ce n'est pas le français ou le néerlandais qu'on parle. Il y a donc tout de suite un décrochage, et ces enfants-là, en règle générale, se trouvent en échec par la suite. Donc il faut le plus vite possible scolariser les enfants dès la maternelle, les accompagner, détecter les problèmes, les suivre, veiller à ce qu'ils puissent développer une scolarité normale. Et enfin, le tronc commun de 14 ans, c'est parce que je veux lutter contre cette espèce de syndrome qui fait qu'après X échecs, le jeune, on l'envoie vers le professionnel. Je veux qu'on redonne les lettres de noblesse à l'enseignement qualifiant, l'enseignement qui vous donne une formation technique et professionnelle. Aujourd'hui, cet enseignement produit de l'échec et il a une image, je dirais, négative. Et il porte une image négative. Et là-dessus, on peut le faire entre Bruxellois ou il faut l'accord des Wallons pour le faire à la communauté française? Il faudra le faire, bien entendu, et c'est la raison pour laquelle aussi je demande à réorganiser la Fédération Wallonie-Bruxelles autour des régions et pas des espèces de comètes qui ne se parlent pas. Aujourd'hui, la Fédération, avec l'enseignement, doit être au service du développement humain, économique et social des régions. Alors vous parlez aussi là-dedans de la fusion des communes où vous n'êtes pas d'accord, vous revenez sur un certain nombre d'architectures administratives, la manière de fonctionner dans Bruxelles. On n'a pas le temps de tout détailler, mais est-ce que ce que j'ai dans les mains, c'est le testament politique de Didier Gauzin? C'est ma dernière contribution. J'ai fait un travail depuis des dizaines d'années sur Bruxelles et rien que sur Bruxelles. Je ne me suis jamais égayé ailleurs. Ça veut dire que vous êtes candidat, cette fois-ci tête de liste? Ça veut dire que je suis candidat. Mais on ne vous retrouvera pas dans 4, 5, 6 ans dans une autre élection? 5 ans après, non. Et donc j'estime que j'aurais pu continuer en roue libre. J'ai mon travail, ma légitimité. Non, j'ai voulu vraiment faire un témoignage. Et c'est pour ça que je prends des risques. Il y a des gens qui vont me dire, pas d'accord, parce que les gens n'aiment pas faire des efforts. Mais moi, je veux dire aux Bruxellois, attendez, réfléchissez. Si vous tenez à Bruxelles, il faut évidemment oser les mesures structurelles. Il faut arrêter ce qu'on fait depuis 25 ans, continuer des politiques sans se remettre en question. En mai prochain, on connaît maintenant un certain nombre de têtes de liste. Donc ce sera Christos Zoulkeridis pour Écolo, ce sera Rudy Vervoort pour le Parti Socialiste, on a Vincent De Wolf pour le MR, on ne sait pas encore réellement qui pour le CDH. C'est un match inédit. Vous l'abordez dans quel état d'esprit? Je ne l'aborde pas contre les gens, je l'aborde par rapport à des idées. Je vais vraiment dire aux Bruxellois, voilà, écoutez, ceci est mon travail de réflexion politique, intellectuelle, je vous le soumets, dialoguons. S'il y a de l'adhésion, je serai le premier heureux, et s'il y a de l'adhésion, je mettrai ces idées en pratique. Les autres partis ont renouvelé leur tête de liste. Vous êtes présent depuis un quart de siècle sur la scène régionale bruxelloise. Est-ce qu'on doit voir dans ce livre, dans le fait qu'il est coécrit avec Bernard Clairfeilly, une sorte de passage de témoin?
En quelque sorte, oui. Il faut que la génération qui est plus jeune que moi prenne maintenant le flambeau. Je crois avoir beaucoup donné pour la région et je suis prêt encore, et je l'ai fait aussi, un dernier travail d'analyse, de recherche, de prospective et de risque. Je le fais. C'est mon rôle de politique. Je ne me complais pas dans le slogan et la facilité. Alors, il nous reste une minute. Je voudrais savoir si cette agence de stationnement va voir le jour ou si les bourgmestres, Vincent De Wolf, votre collègue du MR en tête, vont continuer la guérilla pour tout faire pour qu'elle n'arrive pas à l'agence de stationnement prévue par Brigitte Groels. Le FDF, qui ne soutient pas la 6e réforme, a soutenu les accords intra-bruxellois qui visent à créer précisément cette agence de stationnement. Je ne comprends pas ces partis politiques qui défendent une réforme et qui, sur le terrain, combattent cette réforme. Je suis pour une agence régionale du stationnement. J'estime que la région doit être compétente en matière de mobilité, de stationnement et en matière d'urbanisme. Vous êtes prêt à payer dès l'année prochaine pour l'agence de stationnement? Mais si cette agence de stationnement, et c'est son objectif, vise à créer des parkings souterrains pour soulager le parking en rue, pour apporter, je dirais, un appui aux politiques communales, mais bien entendu, bien entendu. Donc Brigitte Groels peut vous appeler et vous serez son allié? Mais je suis allié non pas de Brigitte Groels, je suis allié de projets régionaux communs. Merci Didier Gauzin d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bonne journée à tous.